Vous écoutez Apéro Sexo! Vous écoutez Apéro Sexo, un podcast animé par deux professionnels en sexologie et meilleurs amis. Vous entendrez parler de dating, de relations, de break-up, de célibat. On veut vous accompagner dans votre vie sexuelle, dans votre intimité et dans votre vie amoureuse. Voilà! La saison 3 du balado est présentée par nos 3 partenaires officiels. La distillerie Trois-Lacs, qui est une compagnie d'ici qui vous propose des spiritueux et des prêts à boire pour vos grands, moyens et petits moments. Odyssey Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain confectionnés à la main avec le souci de l'environnement et du bien-être à Québec. Vous avez 15% avec le code promo APOSEXO15. Yo! Et Espace Skills, qui est un salon d'esthétique sur le plateau qui vous offre des soins pour le visage et le corps. Ils ont aussi plusieurs produits adaptés à tous les types de peau. Les liens vers les sites web de nos partenaires sont dans la description de chaque épisode. Bon épisode! Bonjour tout le monde! Hello! Hello! Aujourd'hui, on reçoit Josée Blanchette. Bonjour! Bonjour, vous deux. Bonjour! Fait que t'es journaliste, chroniqueuse et autrice québécoise. En septembre 2024, t'as publié Presque Vierge, que t'as amené avec toi aujourd'hui. Un récit autobiographique, où, c'est bien important de dire un récit et non un roman, Oui. où tu reviens sur une relation marquée par un écart d'âge et un profond déséquilibre de pouvoir vécu à l'adolescence. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler de ton histoire, puis explorer justement ces mécanismes-là d'emprise, d'exploitation que tu as subis. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Merci de l'invitation. T'as passé à Tout le monde en parle en septembre 2024. C'est où t'as parlé publiquement de ton histoire devant le public. Mm. Est-ce que t'as reçu des témoignages suite justement à ce dévoilement-là à la télé? Ah oui, énormément. Ben, tout le monde en parle. C'est sûr que c'est une émission À grande qui portée. a beaucoup de tyrans. Donc, oui. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont écrit suite à ça. Étudiantes, ex-étudiantes, qui ont eu des histoires semblables. Parfois aussi à l'université avec un prof. Bon, tu sais, c'est toujours des histoires de prédation. La jeune femme, bon, parfois, elle était majeure aussi, tu sais, c'est ça aussi. T'arrives à l'université, t'es vierge, tu connais rien. Puis, ben, il y a des histoires de prédation comme ça, mais les filles l'avaient vécu comme un abus. Même si elles étaient majeures. Il y en a d'autres qui n'étaient pas majeures. Les rapports de pouvoir s'effacent pas une fois qu'on a 18 ans. Là. Je veux dire, il y a quand même des gens qui sont tes supérieurs dans la vie, des patrons, des collègues, des professeurs. Tu sais, ces rapports de pouvoir-là s'effacent pas, justement, une fois qu'on est dans la majorité. Mais dans mon cas, j'avais 15 ans, puis lui, il avait 45 ans. Une autre histoire récente, c'est une maman qui m'a écrit. Sa plus vieille fille, elle a 2 filles, sa plus vieille, après avoir lu mon livre, dit à sa mère que la plus jeune, sa sœur, sortait avec son prof au secondaire. Ah, ouais. Elle avait 16 ans, lui, il avait 61 ans. Et il a perdu sa job. Bon, enfin, là, je vous passe les détails, mais le fait est, c'est qu'à Noël, 4 jours avant sa majorité, elle a quitté la maison pour aller vivre avec lui. Ah, ouais. Et la mère était catastrophée, bien sûr. Puis bon, elle voulait me remercier parce qu'elle l'aurait peut-être pas su si sa fille n'avait pas lu mon livre. Mais c'est juste pour dire que ça se passe encore en 2025. Tout à fait. Et c'est pas parce que on pense qu'on sait ce que c'est le consentement. Moi, j'ai vu avec ce livre-là que même moi, je savais pas c'était quoi le consentement. Ah oui? Non. Je l'ai appris tranquillement, parce que quand j'ai commencé à écrire Presque Vierge, c'est en 2018. OK. Donc, pour toutes sortes de raisons dont on parlera, mais donc, moi, c'est non, les histoires de consentement. Moi, jusqu'à 2018, je pensais que cette histoire-là était correcte. Que tout est clair. Mais je pense que même nous, là, en regardant la vidéo de la tasse de thé, là, qu'on voit la fameuse vidéo de la tasse de thé sur le consentement dans les écoles secondaires, on se dit, bon, c'est super clair. Puis c'est, pour vrai, à l'université que Rosie puis moi, en se confrontant à nos anciennes histoires d'harcèlement, de coercition, d'agression, qu'on se dit, OK, non, il y a des nuances à faire. Puis des fois, on est victime, puis on s'en rend même pas compte avant plusieurs années, quand finalement, on décortique le concept du consentement, puis de l'agression aussi. Puis tout qu'est-ce que la culture du viol implique, qui est très, 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 très large. Oui, absolument. Je sais. Ben, vous avez reçu Elisabeth Lemay récemment. Ben même, Elisabeth, elle m'a fait travailler, tu sais, parce que je l'ai interviewée l'automne dernier avec Léa Clermont-Dion. Les filles m'ont fait travailler, m'ont fait revoir des choses quand mon livre était déjà publié. Oui, la notion de viol, par exemple.
Là, je veux dire, dans ce livre-là, je suis violée à peu près 2-3 fois, mais je le savsavais pas. Tu t'en rends pas compte? Ben, parce que je m'en rends pas compte. Parce que mon consentement n'était pas là. Parce que, alors, tu sais, faut pas oublier, oui, la notion de consentement, c'était la même en 1973 ou peu importe, là, pas 73, 78. 1978, c'était la même. Un prof avait pas le droit de faire du grooming, là, de la prédation. Tout à fait. Et de sortir avec ses étudiantes au cégep. Ça, les gens comprennent pas beaucoup ce bout-là. Là. Oui, je suis arrivée au cégep à 15 ans. Ça, c'est pas... J'invente rien. Non, parce que les gens doivent stick là-dessus, comme détail. Exact. Ouais, comme tu dis, tu sais, ça stick, puis il reste là, puis c'est... Mais non, revenez-en. Là, j'étais au cégep à 15 ans, puis on passe à d'autres choses. Mais... Donc, c'est sûr que... Oui, c'est un système de prédation, puis on le comprend bien en lisant mon livre, parce que moi, je me place dans ma peau à 15 ans en l'écrivant. Donc, Presque vierge, c'est un récit, justement, où tu reviens sur cette relation-là d'abus que tu as vécu durant l'adolescence avec ton prof de philo de 45 ans. Pour les personnes qui n'ont pas encore eu la chance de lire ton récit, c'est quoi un petit résumé de cette histoire-là, puis sur quoi tu reviens dans Presque vierge? Ben, je raconte cette histoire où je suis dans mon cours de philo, mais tu sais, je décris une époque aussi. Là. Mais j'étais assez fantasque aussi comme jeune fille. Je me déguisais pour aller au cégep. Bon, alors, tu sais, juste premier chapitre, je débarque dans sa classe. Moi, je suis habillée en enfant de cœur parce que mon père avait... il avait gardé ses vêtements d'enfant de cœur, son costume, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais enfin. Une espèce de soutane. De la soutane avec le surplis blanc. Puis j'avais mes longs cheveux dans un béret, puis j'avais un crucifix dans le cou. Puis, tu sais, et je débarque dans son cours, et lui, c'est un ancien prêtre défroqué. Il me voit débarquer. C'est sûr que là, on est en plein fantasme. Là. On est dans un film. Tout à fait. Donc, oui, je suis remarquée. Puis moi, c'était très normal, tout ça. Là. Il faut dire aussi que, je sais pas, c'était peut-être plus des années plus légères, il y avait plus de folie dans l'air. En tout cas, peu importe. Et puis, bon, j'avais peut-être des velléités d'aller en théâtre ou peu importe. J'avais des cours de théâtre, toutes sortes d'affaires. Donc, oui, il y a eu ce clash-là, mais lui, j'étais pas la première et j'ai pas été la dernière non plus. Donc, faut aussi comprendre qu'on est dans un système ici, là. Mais moi, je le savais pas, ça. Donc, dans ma grande innocence, et j'arrive au cégep, je suis vierge, en passant. Je suis pas presque vierge. Donc, je suis vierge. Je finis par perdre ma virginité dans la première session, je pense, quelque part par là. Mais lui, il avait déjà commencé à tout mettre ça en place, à m'écrire. Faire son grooming. Oui. À m'écrire dans mes travaux. On faisait des travaux en classe, puis lui commentait des longs commentaires, des pages de commentaires. C'est ça, parce que j'imagine que c'était comme une façon pour lui de se mettre en contact avec toi. De créer une intimité. Ouais, puis et qu'est-ce qu'il y a de plus intime que l'écrit? Que les mots, c'est comme quasiment l'écrit aussi. Ça crée... Tu sais, quand on lit quelque chose, c'est pas comme si je te laisse un message vocal. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça n'existait pas à l'époque, en tout cas. Mais tu comprends, donc. On le met en parallèle, là, il écrivait des mots genre comme ça gicle de partout, quel orgasme, tu sais, c'est tellement sexuel. Tellement. J'en ai souligné plein, là, mais tiens, gars, j'ai pas mes lunettes, vas-y. OK. Bizarre mélange d'ange et de diablesse, c'est frais. Oh oui, c'est parfois un torrent qui charrie 1000 choses. Ta lettre est saoulante. Je ne te croyais pas si angélique. Aimes-tu mordre? Voyons. Un prof qui t'écrit ça. Tout troublant, tout chaud. À 15 ans. Imagine un professeur qui texte ça à son élève aujourd'hui en 2025. C'est impossible. Impossible. Puis ça, c'est en marge à l'encre rouge, tu sais. Alors donc, c'est sûr que moi, je lisais ça, mais j'étais complètement... Est-ce que tu savais que ça avait une connotation sexuelle? À ce moment-là? Non. Mais d'abord, j'avais
j'étais vierge, hein, j'avais aucune notion là, de ce que c'était la sexualité vraiment. Tout ça était bien mystérieux, tu sais, j'étais plutôt romantique. Moi, je pensais que tout ça, c'était normal. Que toutes les étudiants avaient autant d'attention. Ben oui. C'était ça. Là. Ben oui, c'était ça le cégep. Oui, c'est ça. Puis Hey, on arrive au nouveau cégep, milieu scolaire. Là, tu vas être à la hauteur, là, t'es une grande fille, là, tu sais. Donc, je voulais être à la hauteur, donc j'allais pas m'offusquer de ça. Tu répondais positivement à ça, dans le sens où... Ben, je répondais positivement. Tu sais, de toute façon, je répondais pas à ces commentaires, je les recevais, puis après ça, ben, on passait au travail scolaire, là. Ouais. Totalement. Oui. Totalement. Puis je montrais pas ça vraiment à personne. C'était... Donc, il y avait personne pour lever des drapeaux rouges, là. Oui. Puis lui, j'imagine qu'il ficelait tout ça en se montrant comme étant quelqu'un d'intelligent. Tu sais, comme tu parles de sapiosexualité, tu regardes ça et t'es comme « wow ». Le mot, on l'employait pas à l'époque. Oui, c'est ça, la exact. sapiosexualité, moi, je savais pas que j'étais une sapiosexuelle avant très tard. Mais il reste que oui, j'étais attirée par cette intelligence-là et l'attention qu'il me portait. Faut pas oublier ça. D'être estimée par quelqu'un. Ben, oui. C'est super charmant, là. Je veux dire, de se dire que j'ai de la valeur dans les yeux de quelqu'un, j'ai de l'attention de quelqu'un. On veut tous ça. C'est pourquoi on tripe sur des vedettes, parce que ça nous donne de la valeur personnelle. Tout à fait. La vedette, oui, peut-être qu'elle est intéressante, mais nonobstant ça, pourquoi on est flatté de faire des selfies avec une vedette? Pourquoi elle? Pourquoi pas? Puis lui, comme prof de cégep, c'est un peu une vedette au final dans ta vie. Totalement. Je me rappelle être au cégep puis triper sur mes profs de cégep, mes profs de philo, mes profs de littérature. J'y trouvais donc intelligent. Puis donc, en sortant du secondaire, c'est aussi ta première rencontre, parce que pour moi, puis je pense que c'est lui pour beaucoup de monde, avec le monde intellectuel un peu, tu sais, puis avec des gens qui ont des grandes connaissances, puis qui ont des doctorats, puis qui ont des... C'est super impressionnant, là. Oui. Lui, il avait 2 doctorats, une maîtrise en littérature française, un doctorat en philo, un doctorat en sciences religieuses. Bon, tu sais, ça fait beaucoup. Évidemment, ça, je savais pas ça non plus à l'époque. Là. C'est plus tard que j'ai ça. Mais de toute façon, c'est vraiment une emprise intellectuelle qui amène après ça à une emprise sexuelle. Mais d'abord, c'est vraiment... C'est par l'esprit. Absolument. Puis on voit ça, puis comment remettre en doute les agissements d'un prof? Je veux dire, tu vois ça, puis c'est comme, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. À 15 ans, en plus, t'as pas l'esprit critique de voir à quel point tous ces drapeaux rouges sont présents. C'est un peu ça l'essence d'une figure d'autorité aussi. Oui, c'est dur à remettre en doute. Tu vas pas le remettre en doute, lui, exactement, puis il sait de quoi il parle. Puis comme je vous disais, toi, la seule chose à laquelle tu aspires, c'est d'être, l'élu, parce que je dis que je suis passée de l'élu à symptôme d'une maladie. Ça a été plutôt dur, mais bon, j'avais l'âge pour le prendre. Là, quand je l'ai appris, j'avais... Tu veux expliquer un petit peu plus qu'est-ce que tu veux dire par là, ton sentiment d'être symptôme? D'une maladie, mais c'est parce que quand j'ai appris en 2018... j'avais 55 ans, mon fils avait 15 ans. Donc, exactement l'âge que j'avais quand je suis rentrée au cégep. Et j'ai appris qu'il était condamné pour pédophilie dans un article du Journal de Montréal que quelqu'un m'a envoyé parce qu'il connaissait notre lien. Et de là, je suis passée de l'élu à symptôme d'une maladie. Mais ça a pris du temps, là. Il y a 40 ans entre les deux, là. J'ai une vie. J'ai une vie. Donc, c'est sûr que là, comme j'avais gardé la caisse de journaux intimes, tu sais, je vous en ai apporté un petit journal intime. Tu sais, c'est tellement romantique avec la photo de David Hamilton sur le dessus. David Hamilton, qui est un photographe très célèbre et qui a eu des accusations d'agression avec ses modèles, qui étaient toutes des jeunes filles en fleurs. Les parents les confiaient à David Hamilton et c'était quelque chose de très flatteur que David Hamilton s'intéresse à ta fille de 13-14 ans, tu sais, nubile, prépubère, exactement comme moi. Pas de seins, tu sais, une petite figure de ballerine. C'était vraiment ça, là. Il y a tellement de symbolique dans ton histoire qui fait référence à l'histoire que tu vivais. Tu sais, tu dis qu'il t'a fait lire Lolita, par exemple. Tu sais, je me dis... Tellement un cliché, hein? Voyons, tu sais. Mais je connaissais pas Lolita, moi. Tu voyais pas. Puis en le lisant, ce livre-là, est-ce que
Il me l'a donné lien? Non, le soir où il me l'a donné, il m'avait invité à aller voir Lolita de Kubrick au cinéma. OK. Et donc, on est allé voir Lolita. Bon, j'ai fait le lien. J'ai fait plutôt un lien de « Ah bon, c'est normal. » Oui, c'est normal d'avoir des relations avec des mineurs. Oui. C'est un peu ça l'histoire, là. C'est normal, Oui. Mais ça devait tout ça jouait être plus calculé. sur Ben oui, mais ça jouait plus sur « Es-tu game? Es-tu game? » Il t'expose. Puis moi, je suis game dans la vie. Ouais. Fait que c'est sûr, puis je suis encore game. J'ai toujours été game. Donc là, c'était... Mais j'avais pas les connaissances à 15 ans pour savoir dans quoi je m'embarquais. Absolument. Donc, j'ai eu ma première relation sexuelle avec lui le soir de Lolita à 15 ans. Tu savais que c'était comme quelque chose d'une relation atypique, peut-être au niveau de l'interdit, mais pas à quel point, mettons. C'est un peu J'aimais ça, le danger. C'est ça, OK. Comme on peut aimer les bad boys, j'aimais le danger. Je sentais le danger. Je sentais qu'il y avait quelque chose de... Parce qu'évidemment, lui, je sentais la tension chez lui. Je peux la décrire aujourd'hui, mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Aujourd'hui, je la sens. Je me ferme les yeux puis je vois des images de moi. C'est fou, là, comme c'est inscrit. Là, Ouais. Beaucoup de choses qu'on vit comme ça qui sont inscrites. Ça a été le premier moment où c'est sorti du cadre, justement, scolaire d'aller au cinéma. Ça a été comme la première. Puis après, j'imagine, ça l'a déboulé où c'est devenu une relation qui était plus dans les quatre murs de l'école. Là. Bien sûr. Est-ce qu'il y avait des gens qui étaient au courant autour des amis? Tu sais, comment c'était perçu par l'extérieur? Mes amis étaient un peu inconfortables, mais... Tu sais, ils ne savaient pas trop quoi faire avec ça. Ils étaient plus vieilles que moi, mes amis aussi. Moi, j'étais vraiment plus jeune, à 15 ans, donc mes amis, 17, 18, tu sais. Puis j'avais une amie dont je parle, Manon, qui était plus vieille. Elle était complètement... Elle avait 28 ans, 30 ans à l'époque. Elle était vraiment... Je gardais sa fille. Donc, c'était ma confidente. Donc, elle était scandalisée. Elle a tout fait pour essayer de me sortir des griffes. Elle voyait bien là, que ça allait dans quelque chose de... Mais elle n'était pas équipée non plus, je pense, pour faire face à tout ça. Tu sais, oubliez pas que, tu sais, il y a une emprise intellectuelle, mais il faut être capable aussi, soi-même comme personne, d'aller se battre contre ce genre de prédation, de patriarcat, peu importe, de système. C'est le système d'éducation, c'est des hommes, c'est... Peut-être qu'elle est impressionnée par ça, je ne sais pas. Donc, elle a tout fait pour me... Puis je blâme personne. Moi, hein. Dans le livre, je ne suis pas... Telle personne aurait dû intervenir. Non. Personne, non, ça ne sert à rien, de toute façon. Je veux dire, ce qui est aidant, ce qui est utile aujourd'hui, en 2025, c'est d'en parler. Et tout à fait. de faire que ça n'arrive pas à d'autres. Mais ça arrive encore. Ah oui, donc, c'est important à mentionner. Là. Oui. Oh, oui, c'est Puis, pas parce qu'il y a plus de lois en place qu'il y a moins... Il y a plus de moyens de rentrer en contact avec des personnes qui sont vulnérables. Là, regarde, vous avez toutes les deux, vous avez vos téléphones. Tout est ça à terre. Ça, là, c'est un outil qu'on n'avait pas. Et ça, pour moi, pour un prédateur, là, c'est la facilité même. La facilité même. Tu pars un groupe Instagram pour ta classe, puis bingo, c'est fait. Et voilà. Absolument. Je trouve que c'est important de démanteler tout l'engrenage, justement, pour montrer à quel point tout était calculé de son côté. À quel moment t'as senti la tournure de comme, OK, on est en relation, là. Tu sais, y a-tu quelque chose qui justifiait? Avez-vous eu comme des discussions par le passé? Essayais-tu de se protéger ou de se justifier? Ah non, pas du tout. Mais moi, je la voulais, cette relation-là. Moi, j'étais all-in, là. Il vendait comme du rêve, là. Ben oui, c'est sûr, là. Je la voulais. Lui, il se la jouait bien indépendant. Ouais. Dans mon livre, on le voit. Il y a plusieurs maîtresses. Tu sais, moi, je suis juste une parmi d'autres, là. Puis je la veux, cette relation-là. Puis c'est le... Tu sais, on sait là, comment ça marche. Là. C'est le typique mâle fuyant, tu sais, bon, qui veut pas s'engager. Évitant, toute l'affaire. Là. Bon, on les connaît. Mais moi, je connaissais rien. Je voulais juste être en relation avec lui. Je voulais juste être avec... Moi, je voulais être sa femme. J'imagine ta première relation aussi, non seulement sexuelle, mais amoureuse. Sexuelle, je dis presque vierge parce que j'ai eu une relation avant lui qui avait vraiment pour but de perdre ma virginité. C'était carrément ça que je voulais. L'objectif.
Oui, comme pour abattre un obstacle entre nous. Mm-hmm. Mais lui, ça faisait juste l'exciter plus. Mm-hmm. Oui, parce que, tu sais, le premier soir, il me demande, là, est-ce que tu as déjà fait l'amour? Puis je dis, oui, une fois, je suis toute fière de moi, mais une fois. Imagine dans la tête d'un adulte. Une fois. Ça veut comme rien si ça dire. changeait tout. Oui, ça veut rien dire absolument une fois. Ouais. Aïe. Fait que, bon, en tout cas, mais tu sais, il faut pas oublier qu'en ce moment, mon livre est arrivé... J'ai commencé à l'écrire, le MeToo commençait. Après ça, je l'ai mis de côté pour écrire un autre livre dont je vous parlerai peut-être plus tard. Mais donc, il y a eu plusieurs histoires qui sont sorties. Tu sais, je pense à Adèle Haenel, puis Christophe Ruggia vient de se faire condamner en France là, pour 4 ans de prison, 2 ans en tout cas, 2 ans de prison ferme, puis le reste à domicile. Puis, il y a l'histoire de Maria Schneider aussi. Il y a le film là, qui sort sur Maria Schneider qui a été dans le film Dernier tango à Paris. J'en parle dans mon livre. On va voir le Dernier tango à Paris. Maria Schneider qui a été abusée par Marlon Brando et le réalisateur dans une scène mémorable. Bon, alors, il y a tout cet esprit-là aussi. Tu sais, on est... puis, moi, je suis ça aujourd'hui que Adèle Haenel ait réussi puis ça lui est arrivé à 12-13 ans, là, puis aujourd'hui, elle en a 35, mais qu'elle a réussi 20 ans plus tard à le faire mettre en prison. Le gars, il a 60 ans. Hello tout le monde! Coucou! Bonjour! On vous revient avec Espace Kids! Yes, on a fait en même temps, on s'était même pas parlé. Oui, on est tellement bonnes. Qui est votre arrêt self-care, mais votre arrêt soins visage, produits visage. André, quand je l'ai connue, enfin, avant qu'elle connaisse Skin, Moment roasting. il y a 3 mois, j'étais comme, t'as pas d'hésitation. André, c'est vraiment quelqu'un qui a la peau grasse. J'ai la peau grasse. Mais la peau mixte plus grasse. Genre, tu sais, quand Rosée, en tout cas, elle a travaillé dans des affaires de produits pour la peau, puis souvent, tu sais, comme... Pour faire la référence de c'est quoi une peau mixte grasse, donnez-moi en référence. Oui. C'est pour vous mettre en contexte. Puis je struggle vraiment à trouver des produits qui marchent pour moi. Puis il y a aussi la question que pour moi, le monde de la dermatologie, c'est super complexe. On est pitché de plein d'informations. Je sais pas c'est quoi les bons produits, les pas bons produits. Puis Espace Skin m'a offert une consultation pour mon type de peau. Fait que je suis arrivée là-bas. La fille qui était assignée à mon dossier, là, je sais pas si même, on est allé dans son dos. André, c'est un dos. C'est un dossier, là. On est allé dans une petite pièce privée, genre où est-ce que, tu sais, c'est quand même des fois complexe en parler de soi. Fait qu'il y a une petite salle privée où est-ce que je me suis couchée à regarder ma peau avec des petites loupes, et genre, qu'est-ce qui se passe ici. J'ai des gros pores, newsflash. André a la peau grasse. André a la peau grasse. Confirme. C'est confirmé. Puis, tu sais, elle m'a demandé c'était quoi mes objectifs pour ma peau. Puis là, tu sais, on dirait que j'avais jamais réfléchi à ça avant. Puis là, j'étais comme, ben, j'aimerais ça diminuer la taille de mes pores. J'aimerais ça avoir une peau où le sébum est mieux contrôlé, ou peut-être travailler sur la prévention des rides. Fait qu'elle était comme, ben, si, viens-t'en, on va se promener, on va trouver des produits qui sont efficaces pour toi. Fait que là, j'ai amené les produits avec moi ici. Absolument. Ce qu'elle m'expliquait, c'est que j'avais vraiment pas une bonne crème pour la peau. La crème pour la peau que j'utilisais, c'était comme Tecancel. Genre, au pire, tu jettes aux poubelles, là, où tu l'utilises pour masser tes pieds, genre. Fait que, elle m'a trouvé une crème. Puis, c'est une crème antioxydante. Fait qu'elle va aussi aider à réparer puis prévenir les signes du vieillissement du visage. Fait que ça, c'était vraiment super. J'ai aussi une vitamine C que j'ai amenée qui est sur la table aujourd'hui pour ceux qui ont un visuel. Puis c'est une vitamine C, newsflash, spécifiquement pour les peaux grasses. Ça va être juste ça tout le long. Mais aussi pour les peaux qui sont sujettes aux imperfections. Fait que moi, j'ai souvent des petites rougeurs, j'ai des petites réactions allergiques, un chat, une poussière, tu sais, peu importe. Ça réduit le sébum parce qu'André est en excès de sébum, là. Vous comprenez ici? Ça va aider la texture. Ça affine la texture de la peau, améliore visiblement la clarté de la peau et les ridules. Absolument. Exactement. Fait que ça aide au niveau de la texture, qui était un de mes objectifs là, pour prévenir justement la peau texturée puis voilà. Et vieillie. Ensuite, André, ils t'ont suggéré de prendre un masque exfoliant. Oui, c'est un exfoliant chimique. Oui. Fait que ça, je les mets dans la douche, je les mets un petit 5-10 minutes. C'est pas très long, là. Je peux mettre juste 5 minutes, puis après, je l'enlève. Oui. Donc, ça exfolie et détoxifie. Exact. C'est adapté aussi à tout type de peau, mais ça a vraiment une double action, puisqu'André a dit que c'était un exfoliant chimique pour exfolier et détoxifier. Tout à fait, puis ça absorbe l'huile puis les impuretés. Donc, comme on dit, la peau grasse, blablabla, c'est ça. Ça, on l'a entendu, puisque hier, je préparais le moment publicité aujourd'hui, puis j'étais comme... Elle était comme, envoie-moi le lien de tous les produits que tu as. Là, j'ai envoyé le lien de tous les produits
j'ai, puis elle est comme... Peau grasse. Peau grasse. En gros, si vous avez la peau grasse, vous avez tous les produits dont vous devriez vous procurer. Ensuite, elle m'a dit, l'autre essentiel pour laver ton visage. Un bon nettoyant. C'est super important. Moi, je me nettoyais au pire avec mon savon pour le corps. Là, ça allait pas, là. SOS. Un bon nettoyant, puis qui dessèche pas. Parce que l'important, c'est qu'il faut pas que j'assèche ma peau, ça va créer plus de sébum. C'est comme un petit cours de dermatologie aujourd'hui, qui est aussi antioxydant, puis qui a un pH correct avec 1% d'acide glycolique conçu pour éliminer les impuretés et nettoyer les pores en profondeur. Donc, moi, mes pores, comme j'ai dit, ils sont profonds. Absolument. Ouais, donc, André est maintenant bien équipée. Yay! On va mettre le lien vers tous les produits de André. D'ici 2 semaines, j'ai une peau de bébé. Ouais, absolument. Bien, mais ça fait déjà un bout que tu les utilises. Oui. Absolument, parce que ça va mieux. Parce que je vais être honnête, là. Avant, elle prenait là, une feuille lignée, là, ça collait dans le front, puis ça restait, là. Ah, ben oui. Mais quand je joue à des jeux de cartes, moi, je peux m'en coller 15 dans le front, là. Ça reste. Des fois, je passe mes doigts dans mon front. Je pense qu'on a compris, là, de la peau grasse. Si vous avez une peau grasse comme André, on va vous mettre les produits en description. Allez faire un tour à Espace Skins et on vous laisse à l'épisode. C'est quelque chose, tu sais. Est-ce que la vague MeToo t'a motivé à finir la rédaction de ce livre-là? Te considères-tu faisant partie de cette vague-là, justement, d'autrices québécoises qui ont été comme, OK, je profite du momentum pour me raconter? Non. Mais oui. Okay. C'est-à-dire que ça m'a pas... Moi, je suis motivée dans la vie, puis j'avais le goût de l'écrire, je l'ai écrit, puis j'ai mis de côté pour écrire un autre livre, puis je l'ai repris, puis je l'ai écrit. Okay. La vague MeToo, c'est sûr que ça change le regard des gens qui l'accueillent. Si j'avais écrit ça avant MeToo, ça aurait pas été pareil. Puis déjà, ça a été difficile, là. Oui, je me suis transformée en travailleuse sociale, premièrement, parce qu'il y a plein de femmes qui m'ont écrit. J'ai dû recevoir énormément de témoignages. Et d'autre part, il y a eu du victim blaming. Et ça aussi, j'ai découvert ça. Est-ce qu'il y avait un type de personne en particulier qui faisait du victim blaming? Hommes et femmes. De tout le monde, de tous côtés. Sur le site de Tout le monde en parle, là, sur leur page Facebook, ils ont été obligés d'enlever plein de commentaires. Donc, tu vois que c'était de ma faute. Qu'est-ce que je faisais? C'était de la faute de mes parents. Qu'est-ce que je faisais au cégep à 15 ans? Qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça? Pourquoi elle s'habillait de même? N'importe quoi, là. Tu sais, c'est le... Bon, vous connaissez bien cette thématique-là. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle avait à se mettre une jupe? Qu'est-ce qu'elle avait à se mettre un pantalon rouge? Qu'est-ce qu'elle avait à se maquiller? Bon, peu importe. Puis c'est ça l'affaire avec le consentement. Tu sais, il y a 3 minutes plus tôt, tu nommais avec enthousiasme, je la voulais, cette relation-là, je la voulais, mais ce qu'on doit comprendre, clair et net, c'est que quand il y a un rapport de pouvoir, l'enthousiasme du oui ne tient plus la route. C'est pas un consentement qui est éclairé, exactement. Tout à fait. Exactement. Avec une personne en poste d'autorité, c'est 18 ans, le consentement. Que ce soit un parent, un tuteur, un prof, un coach, ce que tu voudras. Tout à fait. Bon, donc ça, c'est réglé. Donc, j'avais pas 18 ans. Déjà à la base. Aussi vrai dans les années 70 que ce l'est aujourd'hui. Maintenant, le consentement, c'est de 16 ans aujourd'hui, mais il reste que... je pensais, moi, que parce que j'ai voulu cette relation-là, que tout était beau. T'étais consentive et que c'était ton choix. Et c'est ça. Et comme vous dites, c'est pas un consentement éclairé. Donc, peu importe que j'étais d'accord ou pas, cette prédation-là, ce grooming-là n'aurait pas dû avoir lieu. Et malheureusement, il a encore lieu. Et aussi, il y en a qui font, comme l'histoire que je vous ai racontée tantôt, le gars, il fait son grooming au secondaire, puis il attend qu'elle soit au cégep pour vivre avec elle. Bon, tu sais. C'est encore des mécanismes de séduction, de manipulation c'est tellement insidieux, là. C'est très insidieux. Puis il te fait sentir que c'est toi qui voulais la relation, puis c'est lui qui était l'évitant au final, tu sais. Fait que je veux dire, comment tu veux te remettre en doute là-dedans? Tu dis, c'est moi qui veux ça. C'est ma faute. Ça vient cibler tes croyances par rapport à la relation elle-même, tu sais. Même toi, tu t'en doutes pas. Non, tu t'en doutes pas. C'est ça qui est... En tout cas, regardez, ça m'a pris 40 ans pour comprendre parce qu'il a été en prison. S'il n'avait pas été en prison, moi, j'aurais jamais fait ce retour-là. Et heureusement, j'avais gardé une caisse de ça. J'ai tout gardé, mes travaux de cégep. Je ne suis pas une fille qui garde tout. Là. Pensez pas que je suis une maniaque là, qui a des... Qui a tout et tout. Rat Pack, là, qui a tout chez elle. Pas du tout. Mais cette caisse-là, en fait, ce que je dis souvent, parce qu'il y a des gens qui me disaient « Mais comment ça que tu as tout gardé ça? » Mais en fait, j'ai réalisé en l'expliquant que c'est pas parce que j'ai tout gardé
regarder, c'est parce que j'étais incapable de jeter. Ouais. Je pouvais pas jeter un journal d'adolescente où tu as des photos de tes amis, où tu as des dessins de ton chat, des poèmes, un peu, tu sais, des dessins de mon chat. C'est quand même drôle. Et à travers tout ça, qui est vraiment un journal d'une enfant, en fait, il y a j'avais cette histoire-là. Tu sais. Puis quand j'ai fait ma recherche, là, j'ai tout relu, puis là, j'ai mis des post-it sur tout. C'était comment? Ça, c'était décembre 78 à mai 79. Là, c'est le début. J'ai de 15 à 16 ans là-dedans. C'est vraiment le début de l'histoire. Alors, tu sais, puis j'ai son numéro de téléphone quelque part, puis ça commence, là. C'était comment de replonger dans tout ça? Parce que là, t'étais dans la cinquantaine quand t'as... Oui, 55 2018. ans. Ouais. De replonger là-dedans à l'âge adulte, puis d'avoir toi, tu sais, des yeux de femme qui a maintenant du vécu sexuel, relationnel, puis de voir, d'être témoin de ton enfant intérieur, en fait, qui est comme complètement vulnérable. C'est très drôle parce que c'est plus moi. C'est ça qui était... Tu sais, vous serez plus vous-même dans 20 ans, dans 30 ans. Tu pourras pas te regarder. Vous allez regarder vos vidéos d'apéro sexo. Puis là, vous allez dire, on va être genre, oh mon Dieu! Ça arrive déjà, puis ça fait juste un an. Oui, bon, c'est ça. T'sais. Alors, c'est sûr qu'avec 40 ans, c'est plus moi. Donc, je la regarde, cette jeune fille-là, puis ça m'a permis d'écrire avec une certaine distance. Et c'était mieux comme ça. Moins douloureux? Douloureux. Je sais pas. C'est sûr que j'ai eu des élans de colère, j'ai eu des élans de... Surtout parce que mon fils me ramenait des jeunes filles, des adolescentes de 15 ans à la maison en même temps. Et que là, je voyais ça, puis je faisais « Oh mon Dieu, ça se peut pas que j'avais l'air de ça. » Puis en plus, aujourd'hui, elles sont beaucoup plus sexuées qu'on l'était. Donc là, c'était encore pire parce que je me disais, mais moi, j'avais l'air tellement d'une grano, là, avec mes bottes Kodiak puis mes robes indiennes, puis je sentais le patchouli, là, tu sais. Jeune adolescente, là. Oui, vraiment beaucoup. Donc, il n'y a pas de commune mesure. C'est pour ça que je décris, tu sais, dans certaines pages, tu sais, mes robes indiennes avec ma culotte blanche du coin des petits, parce que ma mère m'habillait encore à certains égards, là, tu sais. Elle achetait mes culottes au coin des petits parce que c'est toujours ça qu'elle avait fait. Ça n'existe plus, le coin des petits, mais vous pouvez vous imaginer que c'est des vêtements d'enfants. Mais il y avait rien à se méprendre là, dans l'âge que tu avais. Là. Non, absolument mais pas. non, absolument pas. Mais je veux pas non plus... Moi, je me sens pas... je me présente pas comme... Ben, personne n'aime se présenter en victime, on s'entend. Mais je me sens pas, tu sais, je suis pas une adepte de la victimologie, là. Et je suis pas revancharde non plus. Tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, pourquoi tu l'as pas poursuivi? Bon, j'aurais pu l'amener en cours. Il est déjà allé en prison. Je pense pas qu'à l'âge qu'il a aujourd'hui, ça y fait quoi, là, 92? Presque 91, en tout cas. Je pense pas que ça va rien faire dans ma vie. Ça va rien changer sur sa dangerosité, là, sur le plan social. Là. C'est pas comme si le gars avait 40 ans puis qu'il représente un danger pour la société. Donc, je me sentais pas une responsabilité de me taper tout ça. Et d'avoir le fardeau de la preuve, en plus. Est-ce qu'il y en a qui t'ont poussé vers... T'as-tu ressenti de la pression à porter cette responsabilité-là? Ben, juste à tout le monde en parle. Là, ils m'ont dit, quoi, t'as pas porté plainte? Ben, parce que, vas-y, toi, là. Mais moi, non. Oui, parce que moi, ça me tente pas. C'est ça. J'ai écrit un livre, je pense que c'est assez. Là. Mon effort de guerre est énorme, là, écrire un livre. Je pense que c'est une ignorance aussi envers le système de justice. Là, je veux dire, un peu. Bonne chance. Bonne chance. Mais c'est des années, là, des années. Léa Clermont-Dion, ça a été quoi, 7 ans de sa vie? Moi, je suis admirative devant ce que Léa a fait, tout ça. Mais c'est la seule qui a réussi à faire condamner quelqu'un là, au Québec. C'est fou, là. Là, je parlais tantôt d'Adèle, la comédienne, mais elle a réussi à le faire condamner en France. Mais il y a eu tellement de cas. Je pense pas que j'aurais eu de la difficulté à le faire condamner avec toutes les preuves que j'ai. Ça n'a aucun sens. Ça débordait. Puis même là. Laisse-moi, tu sais, même là. On sait jamais. Mais de toute façon, c'est pas ça le but. Pour moi, c'est vraiment... c'est plus à propos de lui, en fait. Non, exactement. C'est pas à propos de lui. J'aime beaucoup que tu dises ça. Non, il n'est pas nommé. Non plus. C'est pas à propos de lui, c'est à propos, c'est mon histoire. Et j'ai protégé beaucoup les gens, j'ai changé les noms, tu sais, mais sérieux, c'est sûr que ça fait pas l'affaire. Je veux dire, ma mère l'a pas lu, mon fils l'a pas lu.
pense pas que les gens proches de moi ont envie de se mettre le nez là-dedans, tu sais. Mais ça peut être confrontant aussi d'avoir été à tes côtés à ces moments-là, puis de ne pas avoir su qu'est-ce qui se passait. C'est sûr que ça peut être difficile à lire aussi. Non, puis même mon fils, il a pas envie de lire des affaires comme ça de sa mère. Je comprends. Puis j'y ai dit, lis-le pas. De toute façon, il lit aucun de mes livres. C'est pas important. Non, mais c'est pas important. C'est pas pour lui que j'écris. Mais donc, je pense qu'il faut juste se remettre dans le contexte, mais aussi comprendre que ça se peut encore. Absolument. Et ça, c'est bien important. Est-ce que tu savais que tu allais avoir ce rôle d'espèce de porte-parole de la prédation après la publication du livre? Parce que tu as quand même fait beaucoup d'entrevues. Oui, j'en ai fait beaucoup. Non, je pensais pas que ça deviendrait... Ben, on sait jamais un livre. Hein? Ça peut partir dans une direction qu'on ignore. Là. Donc, je savais pas, non, que ça deviendrait quelque chose d'important, puis que... Tellement de femmes m'en ont parlé. Là. C'était un cri du cœur. Les femmes, puis même des femmes à qui c'est pas arrivé. Là. Il y en a plein qui l'ont lu puis qui se sentaient proches aussi, je pense, ou qui ont vécu des trucs un peu pas exactement la même chose, mais tu sais, qui avaient envie de se reconnaître. Je sais pas si vous reconnaissez certaines choses, même si vous n'avez pas vécu les années 70, visiblement. Là. Moi, je pense que j'aurais pu me reconnaître. Tu sais, je pense à moi qui tripais ben raide sur mon prof de littérature au cégep. Et s'il y aurait eu de quoi, je l'aurais pris à bras ouverts. Mais j'avais 18 ans. Là. Mais il y avait un rapport de pouvoir tout de même. Puis je pense que c'est complètement hypothétique, il n'y a absolument rien qui s'est passé, il est irréprochable. J'ai jamais même tenté. C'est bien de le dire. J'ai jamais même tenté ma chance. C'était vraiment comme un celebrity crush là, de très loin. Tu vois que ça aurait pu avoir lieu dans le sens où tout à fait. L'engrenage aurait pu être là. Mais c'est comme, je le voyais vraiment comme je vois une célébrité. Je ne serai pas sur la personne, je ne connais pas. Tout ce que je vois, c'est son autorité. Ce que je vois, c'est le fait qu'il est impressionnant comme individu, rien de plus. Cette relation a duré très longtemps, plusieurs années, jusqu'à un déménagement même avec lui. Oui, j'ai déménagé avec lui, j'avais 17 ans et demi. Là. Ben, il m'a invité à venir le rejoindre. Lui, il est devenu père à temps plein, ce qui est assez rare à l'époque. Là. La mère est partie dans un monastère. Bon. Alors donc... Puis ça aussi, c'est des choses, c'est des commentaires que les gens m'ont fait, que j'avais pas vu, tu vois. Les gens m'ont dit, ben oui, évidemment, c'était donc pratique que tu viennes vivre avec lui pour s'occuper de son fils. Puis moi, je l'avais pas vu sous cet angle-là, ni à l'époque, ni après même. Alors là, je me disais, ah oui, peut-être, hein, au fond, j'ai été la boniche aussi, parce que oui, j'ai été la mère substitut, mais même si j'avais 17 ans et demi, le petit garçon en avait 8. Et donc, j'ai vécu avec eux pendant 2 ans et demi, jusqu'à mes 20 ans. Et puis, passé mes 20 ans même. Puis donc, le petit jeune, le jeune garçon que j'appelle Renaud Louis dans le livre, qu'est-ce que tu veux? C'est sûr, je m'en occupais. Là. J'avais une vie de mère. Là. Absolument. Je travaillais. Tu te sentais pas comme une sœur, tu te sentais comme une mère. Non, pas du tout. J'étais la maman. Ouais. L'amoureuse, la maman. Je faisais à manger. J'allais au hockey le samedi matin de bonne heure. Les louveteaux, les gâteaux carottes, tout, là. C'était... moi, je cuisinais beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, il y a une partie alimentaire, on voit bien. Là, j'étais traiteur à 18 ans. J'ai arrêté entre le cégep et l'université là, pour prendre une petite pause puis voir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Bon, finalement, je me suis dirigée en journalisme. Mais donc, ces 2 ans et demi, j'étais traiteur, je travaillais et il subvenait à mes besoins en partie, oui, mais je travaillais quand même. Là. Mais il reste que c'est sûr que je ne pouvais pas me payer les voyages en Italie puis sa côte ouest américaine. Tout ça. Mettons que je pouvais payer mes petites affaires, mais j'étais quand même sous son joug économique. Fait qu'il y avait quand même une dépendance à lui au niveau, justement, financier. Ben oui. Je ne pouvais pas payer l'appart à MDG puis tout ça. T'en es-tu rendu compte? Est-ce que tu étais comme, c'est ma seule option de vivre avec lui? Non. Non. J'étais payée 6 piastres de l'heure. À l'époque, ça semble rien aujourd'hui, mais c'était un salaire correct. C'était le salaire, j'imagine que c'est le salaire minimum. Il faudrait que j'aille voir, mais c'était pas grand-chose, mais je travaillais. Mais c'est sûr que je ne vais rien me payer avec ça. Là. Je veux dire, je me payais le minimum. Puis ça m'assurait mon indépendance. J'avais l'impression d'être indépendante. C'est lui qui payait tout. Mais ça aussi,
ça fait que le consentement n'est pas éclairé. Parce que j'étais sous son joug. De l'emprise encore. Voilà. En plus de te mettre comme position, tu deviens la mère substitut de son enfant. Oui. L'emprise est immense. Puis t'es élu, là. C'est comme, wow, tu es maintenant cette personne-là. En plus que je subviens à tous tes besoins. Donc, il y a quelque chose là, qui est tellement calculé, puis que tu le vois comme un choix aussi, tu sais. Sûrement qu'à ce moment-là, tu dis, moi, je peux partir n'importe quand, tu sais. Mais au final, il y avait tout ça qui t'empêchait de partir, tu sais. Mais c'était comme un choix, là. Exact. Puis aussi, on le voit dans le livre. Tu sais, on voit dans le livre la courbe, tu sais, d'une relation, là, peut-être typique, mais là, on voit, tu sais, comment je déchante à un moment donné. Ouais. Là, comment ça s'est passé? Y a-t-il un déclencheur? Pas tant, tu sais, l'usure, mais ça, je veux dire, je l'ai vécu quelques fois dans ma vie. C'est pas spécifique à cette relation-là, l'usure. Là, l'usure, elle est partout, qu'on soit avec un amant plus vieux ou plus jeune. Tu sais, bon, l'usure nous gagne. La routine, j'étais tellement dans une relation routinière pour une jeune fille. Tu sais, c'était mes amis, là, ils me suivaient pas, là, ils comprenaient pas. Eux autres, ils étaient sur le party. Tu sais, ça faisait du moche, ça baisait, tu sais. Donc, moi, j'étais un peu, au début, c'était grisant de faire cette vie popote, là, de madame à maison, mais à un moment donné, ça a commencé à coincer, tu sais. Lui en veux-tu que la relation t'ait empêché d'avoir ces années-là de... Moi, j'assume dans la vie. Hein. Je suis pas le genre de fille qui se retourne puis je vais commencer à pointer. C'est peut-être mes années de bouddhisme. Là. Je suis 100% responsable, mais bon, dans ce cas-là, je suis pas 100% responsable, mais il reste que... Non, c'est important de le dire. Là. Oui, ben oui. Mais on est 100% responsable de nos émotions. On va dire ça comme ça, OK? De ce qu'on fait avec. Moi, ça me donne rien de me retourner puis de commencer à nourrir de « Ah, il m'a volé ma jeunesse, il m'a... » Bon. Je veux pas aller là. C'est ce que j'ai vécu. Je raconte. J'aurais pu vivre autre chose. Bon. Puis, vous allez voir tantôt, je me suis quand même rattrapée plus tard pour vivre mon adolescence. Je vais le garder comme surprise. Mais je l'ai vécu peut-être plus tard, cette adolescence-là. Mais il reste que ce que j'ai vécu, j'avais pas de... Quand ça a eu lieu d'être fini, ça m'a... Tranquillement, ça a monté. Puis là, je regardais ma vie, puis je regardais la vie de mes amis, puis ça avait plus de bon sens. Puis à un moment donné, je raconte dans le livre, je vais voir une pièce de théâtre, parce que j'ai une amie qui est en théâtre, Les filles ont soif, qui était une pièce vraiment marquante à l'époque. Et je ressors de là, puis c'est une pièce féministe, puis tout ça. Puis là, je raconte, tu sais, t'as la Sainte Vierge, puis t'as la putain, puis... Mais c'est ça, je suis tout ça. Je suis la maman, la Sainte Vierge et la putain. Je suis tout ça. T'avais tous les chapeaux pour lui. J'ai tous les rôles. Oui. Et c'est ça qui est tragique quand tu ressors. Là, t'as des moments, des révélateurs, tu sais. Et ces moments-là sont importants dans la vie parce que ça arrive pas tant que ça, je te dirais. Oui. Hey, la gang! Si vous connaissez pas Sac Magique, arrivez en ville. Non, pour sérieusement. Sac Magique, là, c'est parce que ça a été inventé en 1991. Il faudrait être en retard faut être en retard à Motadine. Après, plusieurs tests sont arrivés avec la recette magique de Sac Magique. Pour se réchauffer. Ben, se réchauffer, mais tu sais, quand t'as des douleurs menstruelles, en fait, ça peut aussi être froid, ça, c'est vraiment nice. Aussi, fun fact, c'était vraiment pas prévu. Mais aujourd'hui, on arrive au studio pour l'enregistrement de cette publicité. Je suis tombée dans ma semaine, j'étais aux toilettes et j'ai fait « Ouch, tabarnouche, ça fait mal ». Absolument. On a Quelle pu chance d'avoir nos sacs magiques avec nous aujourd'hui. On a pu faire réchauffer un sac magique au micro-ondes pour rentrer. Rosa sort son sac magique dans un instant. Vous connaissez. Oh, toi, t'as le carré. Ben oui, mais vous connaissez. Rosa, elle a tout le carré. Moi, j'ai celui qui fait comme le tour du cou et des épaules. Ce qui est bien parce que j'ai tout le temps mal au cou et aux épaules. C'est comme vraiment parfait. Donc, avant qu'André me coupe la parole, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un tissu respirant avec des grains biologiques à l'intérieur. Ça garde pas l'humidité. Non. Pour les adultes, c'est des grains d'avoine. Et pour les enfants, c'est le riz pour que ça soit hypoallergique. Oui. Et André, je vais te présenter mon sac magique que j'ai reçu pour les enfants. Oh mon Dieu. T'es-tu prête? Oh oui! Oh, elle m'a dit de me préparer. Oh mon Dieu!
Dans son ventre, il y a un... OK, on va l'expliquer pour ceux au micro. C'est un toutou lapin vraiment doux. Puis dans le bedon du lapin, c'est un sac magique. C'est vrai! Fait que, mettons, puis là, t'as-tu poché de sac magique? C'était comme surprise, mais je lui donne pas, je garde pour moi. Non, Rosa va le garder pour elle. C'est à limiter mes toutous. Par contre, André, toi, t'as les pantoufles magiques chauffants. Oui, moi, j'ai les pantoufles. Ça, c'est vraiment fin, là. Ils sont un peu crottés parce que j'utilise absolument tous les jours de ma vie. Fait que c'est des pantoufles, plot twist, attention, dans lesquelles tu insères des sacs magiques comme des hot pockets. Fait que ta pantoufle, elle a une espèce de petite pochette au-dessus des orteils. Fait que ton sac magique repose sur le dessus de tes orteils, le dessus de ton pied. Et en plus, ils sont roses. Moi, j'aime assez ça. Là. C'est assez le fin. Là. Fait que c'est ça. Puis il y a des petits antidérapants en dessous en plus. Fait que tu te pètes pas la figure dans ton appartement. Puis moi, pour un vieil appartement de Montréal mal chauffé, c'est splendide. C'est nécessaire. J'adore. C'est un produit qui est fabriqué au Québec, à Montréal, plus précisément. Et il y a plusieurs copies maintenant sur le marché, des DIY, Les gens blabla. ont tenté de reproduire la magie du sac magique. Et c'est vraiment, tu sais, c'est une entreprise d'ici. C'est pas une grande entreprise avec des produits importés. Là. Non, c'est ça, faut en être fiers de nos produits d'ici. Absolument. C'est vraiment important. Donc, on est... Ils sont compostables après leur usage aussi. Je sais pas si on l'a mentionné. Là. Ça, c'est assez incroyable. Là. Absolument. Ouais. Ils sont présents dans la plupart des foyers du Québec, bien honnêtement. Là. Oui. Mais si vous n'avez pas le vôtre, c'est le temps de passer votre commande. Tout à fait. Donc, on vous laisse à l'épisode sur ce. Et si vous avez des douleurs menstruelles comme André aujourd'hui, là, c'est le temps de commander ton sac magique. Tu peux l'utiliser chaud et froid. Oui. Voilà! Des gros flashs là, dans ta vie là, où tu sais, dans la vie, on prend toujours un peu le même chemin pour se rendre au métro, tu sais, on va dire. Puis, mais c'est rare qu'on bifurque puis qu'on dise « Ah, tiens, je vais prendre un autre chemin aujourd'hui. Ou je vais essayer un nouveau café. » ou tu sais. Une fois que la révélation est prise, ça a-tu été difficile d'être comme « OK, là, maintenant que je sais que j'ai envie de sortir de cette relation-là, c'est quoi les étapes? C'est quoi les actions? Là, d'abord, il n'y avait pas de balado apéro sexo pour me dire quoi faire dans la vie, tu sais. Non, ben c'est vrai, là, c'est très utile ce que vous faites, là. Parce qu'on n'est pas à la même place, là. Ben non, c'est sûr. Le clitoris, on n'en parlait pas. Je l'ai découvert toute seule, tu sais. Bon, heureusement, mais tu sais, on était encore sous l'égide de Freud qui nous disait qu'un orgasme clitoridien, c'est un orgasme immature. C'est ça. Mais nous, on marchait là-dedans. Mais, c'est encore tenace, là. Ben, tenace. Je me fie à tout ce que je lis et tout ça. C'est assez récent qu'on a découvert le clitoris. Ça a l'air que c'est les... Tu sais, le Québec Science a fait une couverture là-dessus, si je ne m'abuse, l'année dernière ou l'année d'avant. Chenelière l'a illustré pour la première fois en 2022-2023, genre. C'est fou, là. Ouais. Ah, vous voyez? Donc, tu sais, il y a beaucoup de chemin là-dedans, mais non, je ne sais pas comment me départir de cette relation-là. J'ai pas de mode d'emploi, j'ai pas de livre sous la main. C'est très instinctuel, tout ça, là. Et ben, j'ai beaucoup de caractère quand même. Fait que donc, je m'en suis départie. Je veux dire, tranquillement, là, il y avait de l'eau dans le gaz, c'était plus le fun. Là. Puis lui, il sentait que je m'éloignais. Je m'éloignais tranquillement. Et plus je m'éloignais, plus il devenait agressif. Bon, heureusement, les féminicides n'étaient pas... Moi, trop. Non, il devait en avoir, mais on n'en parlait pas, en tout cas. C'est sûr qu'il y en avait. Mais il était agressif. Il était agressif avec moi. Il perdait son emprise, en fait. Il perdait son pouvoir sur moi. Là, il était fâché. Et il y a eu quelques tentatives de ma part de partir. Je suis revenue. Il paraît que la moyenne, c'est 7 fois de laisser un... j'ai une amie qui a fait un documentaire là-dessus, Marie-Sophie Lheureux. En violence conjugale, je pense qu'on... En violence conjugale, c'est 7 fois avant de revenir. De partir pour de vrai, Donc, c'est un peu comme arrêter la cigarette. Mais là, moi, c'est pas pire. Je pense que ça a été 2 fois. Là. Je ne suis pas trop niaisée. Je suis partie une fois, je suis revenue, là, je suis partie, c'était la bonne. Mais tu mentionnes que lui qui sentait à distance devient plus agressif. C'est une case vite à cocher là, en termes de relations violentes. Là, c'est là que les féminicides se passent le plus souvent, c'est quand la femme tente de quitter. Oui, parce qu'ils sentent que... Bon, là, écoute, ça s'est pas passé,
Bon, le pire qui est arrivé, c'est que j'ai envoyé un soulier dans la face. Là, ça n'a pas été d'une violence. Puis, moi, j'avais pris un cours de Wendo. J'étais bien fière de ça. Là. J'avais cassé ma planche. Puis on était vraiment fiers de ça. Donc, mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé à réagir. Ne serait qu'avoir de la confiance aussi. Ah, d'y pitcher un soulier dans la face? Oui. Puis il y avait un band-aid là, après. Là, je ne l'ai pas raté. Donc, tu sais, il a essayé de m'empêcher de faire quelque chose. Il est devenu violent, puis moi, j'ai réagi. Fait que, oui, moi, je suis sérieux aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est plus à mode dans les cours de Wendo. Ça a disparu. Il y a des cours d'autodéfense. Ben oui. Moi, sérieux, je le recommanderais à toutes les filles. Oui. J'ai des bons commentaires des cours d'autodéfense, honnêtement. Ah oui, je le recommanderais, moi, sérieux. Là. Ne serait-ce que le trousseau de clés dans ta main, des petits trucs niaiseux, mais... De savoir quoi faire. Tu marches dans la rue, puis tu as l'impression que quelqu'un te suit, tu sais, quoi faire. Oui. J'en ai pas... Il faut pas courir. Moi, je cours. Ce serait mon réflexe, mais ce qui paraît, c'est pas ce qu'il faut faire. Fait que c'est comme aussi éducatif. Puis aussi, éduquer les gars. Mon fils, il a 21 ans, puis il fait 6 pieds 3, c'est une armoire à glace, puis il me dit toujours, maman, quand je vois une fille qui marche sur un trottoir, je change de trottoir. C'est fin. Mais c'est pas moi qui ai appris ça. Là. C'est fin. Mais oui. Mais c'est de réaliser à la place de l'autre. Oui, c'est de réaliser dans quel monde on vit pour vrai, puis de se mettre à la place de l'autre. Oui. Parce qu'il y a des gars qui me disent « Ah oui, moi, je marche plus vite, puis je la dépasse. » Et je dis « Wow, elle doit passer un mauvais quart d'heure, le temps que tu la dépasses. » Sérieusement. Oui. Puis je les ai vécus tous les scénarios là, de la personne qui ne réalise pas sa présence et le fait qu'il fait peur. Fait que t'as juste... Bon, ben c'est moi qui vais changer de trottoir parce que là, je suis pas bien. C'est ça. La personne qui marche plus vite pour me dépasser, c'est super angoissant. C'est super angoissant. Tu t'enlèves tes écouteurs, puis t'écoutes. En plus, je travaille... Tu sais, j'ai eu des jobs où je travaillais de nuit. Je travaillais encore de nuit, tu sais, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans les bars, où tu sais, je finis tard. Genre, c'est ça le travail que j'ai eu. Puis la nuit, ça fait super peur. Là. Les commerces sont fermés. Tu peux pas rentrer quelque part. Tu peux pas rentrer dans un dépanneur. Là. Ah non, moi, je pense qu'il y a vraiment des cours. En tout cas, on est loin de mon sujet, mais quand même, je pense que ça m'a aidé, disons. À réagir. Puis quand je l'ai laissé, ben écoute, c'est une rupture dans sa forme la plus désagréable. Là. C'était pas super, mais il a fini par accepter, puis il m'a remplacé très vite par une jeune étudiante de 17 ans. Fait que ça n'a pas été trop compliqué. Comment tu l'as su? Il est venu, je travaillais, moi, au Faubourg Saint-Denis comme serveuse. Il est venu avec elle prendre un thé, tout ça. C'était super chill. Là. Il n'y avait pas de problème, mais... C'était ça, là. Il est passé à autre chose. Mais au moment où tu as quitté cette relation-là, c'était pas comme « Ah, je vis une relation d'exploitation ». C'était plus des excuses qu'on se donne pour quitter une rupture plus traditionnelle de comme « Je t'en ai ». Ah non, moi, c'était clair que c'est mon affranchissement. Là. Je retournais à l'université, je m'étais inscrite. Là, c'était vraiment la phase 2. La première phase, c'était je laisse mes parents, puis je vais travailler, puis tout ça. Là, la phase 2, c'est je laisse cet homme-là, je me prends un appart sur le plateau, puis je m'en vais à l'Université du Québec en journalisme, puis je suis acceptée. C'était vraiment excitant. Alors, lui, il faisait partie du grand ménage de ma vie. Là. Et là, j'ai vraiment senti mes ailes pousser, mais quelle libération! J'avais 20 ans. C'est 5 ans plus tard, là, c'est 5 fou. 5 ans. Là. Hey, je suis rentrée au devoir. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer ça. Je suis rentrée au devoir, j'avais 20 ans. Donc, je l'ai laissé en mai, je pense, quelque chose comme ça. Puis, je suis rentrée au devoir... l'année suivante, là, en 84. Donc, mais j'avais encore 20 ans, là. Donc, c'est quand même fabuleux que dans la même année de ma vingtaine, j'ai laissé cet homme-là et je suis rentrée au devoir, où je suis encore. Où t'es encore. Oui! C'est-tu comique? Est-ce que les années suivant cette relation-là, c'était-tu difficile de faire confiance, tu sais, les autres relations qui ont suivi? Non! Parce que j'étais pas consciente que j'étais dans une relation d'abus. Alors, j'ai eu toutes sortes d'hommes, moi, dans ma vie. J'en ai eu beaucoup. Des plus vieux, des plus jeunes, toutes sortes de gars, là. Tu sais, je dirais, des relations... bon, tu sais, le monde me comparait parce qu'on a toujours des jugements qui viennent avec ça. Là. Moi, j'étais Samantha dans Sex and the City. Là, André aussi! Oui, mais on dit qu'on
J'étais considérée comme ça, moi. Ouais, OK. Ouais, parce que je parlais de sexe dans le devoir, ça se faisait pas. Personne parlait de sexe dans les journaux à l'époque. J'ai parlé de mon vibrateur. Écoute, je l'ai appelé le deuxième violon, c'était le titre. Dans le devoir, c'était assez osé. Donc, on parlait pas de ça. Donc, moi, j'étais vraiment considérée comme wild. Là. Ouais. Et alors non, ça n'a pas affecté je pense pas que ça a affecté, peut-être. Qu'est-ce que j'en sais? Je pourrais jamais savoir la fille que j'aurais été sans ça. Oui, absolument. Puis après la réalisation, après, tu sais, 2018, le commencement de l'écriture de ton livre, est-ce que là, ça a affecté la confiance que tu as envers les hommes? Non. 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 Je veux dire, j'étais assez sûre de moi. Tu sais, rendu à 55 ans, là, t'as pas mal tout vu. Là. Fait que... Non, ça m'a ébranlée, c'est sûr que de revisiter mon histoire, de revoir tous mes textes, de tout ça, la naïveté, la naïveté que j'avais, oui, il a abusé de tout ça, bien sûr, bon, mais non, ça n'a pas affecté Il y a d'autres hommes qui ont affecté ma confiance en les hommes, mais lui, je pense que c'est quelqu'un qui est malade. Premièrement, on appelle ça un pédophile. Hein? Il y a des raisons à ça. Là. Parce que, tu sais, la petite qui l'a fait mettre en prison, puis je l'ai félicitée, j'ai été en contact avec elle. Puis je dis la petite parce que lui, il était famille d'accueil pour la DPJ après avoir pris sa retraite du cégep. Quand j'ai appris ça, oui. Donc, famille d'accueil pour la DPJ, puis il profite de cette petite-là. Oui. Il y a eu une douzaine d'enfants là, qui sont passés dans sa maison. Là. Puis cette jeune fille, c'était une des filles qui était en famille d'accueil? Oui, c'était une des petites qui était en famille d'accueil. Puis elle l'a réalisé en laissant à 18 ans, quand elle est partie. C'est là qu'elle l'a amené en cours. Okay. Puis elle a réussi à le faire condamner. Et je la remercierai jamais assez. Donc, c'est sûr que ça prend des courageuses. Elle, ça a marché, OK? Et puis, moi, j'ai poursuivi l'histoire un peu plus loin pour aider d'autres femmes qui, peut-être en me lisant aussi, disent « Ah, mon Dieu, hey, oui, c'est ça qui m'est arrivé. Ah oui. » Tu comprends? Tout à fait. Parce que le consentement n'est pas clair. Puis je l'ai même vu dans les médias. Vous deux, vous êtes des filles informées, OK? Mais c'est pas tous les journalistes qui comprennent c'est quoi le consentement. Je l'ai vu et entendu. Souvent, c'est le « sans oui, c'est non ». Puis ça se résume à ça. Puis on pousse pas la réflexion plus loin. Mais c'est pas aussi clair que ça. Non. Mais c'est violent de voir ces retours-là, tu sais, puis de remettre en doute ton histoire. Ça a dû être pas facile. Ça a été très dur. Ça a été le plus dur. Je voulais écrire là-dessus, mais bon, il s'est passé tellement de choses avec tout ce qui se passe aux États-Unis, tout ça. J'attends toujours le bon moment. Puis la Saint-Valentin, ça sera peut-être pas le bon moment. Mais il reste que, oui, le victim blaming, je savais même pas c'était quoi. C'est une amie psychiatre qui m'en a parlé, Marie-Ève Coton. Elle a écrit une lettre dans le Devoir là-dessus. Et quand t'en es... t'es la victime de ça. Je pense que c'est pire. Parce que non seulement, tu sais, tu revis ton trauma encore, j'imagine, parce que là, tu doutes de toi. C'est ça. Pour des gens qui étaient pas... un traumatisme. Pas trauma en triomphe, il y a un nom là, pour ça en victimo, là. De revivre ces traumas. OK. Mais c'est carrément ça. T'es réexposé aux doutes que tu aurais pu avoir toi-même. Mais là, c'est comme des doutes externes, des gens qui n'étaient pas impliqués. C'est ça qui est fou. Des gens qui remettent en question ton histoire. Les gens oublient que tu as 15 ans quand tu le vis. Donc, tu n'as pas tout... Aujourd'hui, on dit que ça prend 25 ans pour avoir un cerveau adulte. Là, je dis ça à mon fils des fois. Là, regarde, quand tu auras 25 ans, on en reparlera. Mais c'est ça. Donc... tu sais, puis même, il y a une psy qui me dit c'est pas 40 ans. L'âge adulte, c'est 40 ans, j'ai yoï. Hey, tu sais, bon, tu sais, on peut le mettre... Surtout dans les relations, je veux dire, il faut beaucoup d'expérience de relations. Tu sais, Rosa, elle a 25, moi j'ai 24. On ne prétend pas être les experts en relations. Moi, j'ai hâte d'avoir 35 ans. Là, pour être épanouie en relation, sincèrement. Parce que j'entends des témoignages de femmes plus vieilles que moi. Puis je suis comme, ça a l'air donc bien le fun. Ça dépend. Ça dépend avec qui. C'est ça. Mais moi, j'ai eu toutes sortes de relations. Je sais pas. J'ai pas eu une vie simple, amoureusement, sexuellement. Oui, il y a eu des abus, mais pas juste avec lui. Il y a d'autres gars, là, je pense à un à l'époque qui était dans le SNM, puis personne parlait de ça, encore une fois, qui m'amenait voir des films un peu, au Festival de Nouveau Cinéma là-dessus, puis moi, je catchais pas. Et puis finalement, tu te ramasses avec une quincaillerie Rona dans ton lit, puis tu fais
« Oh my God, c'est quoi ça? Ouais. » Mais personne n'était là pour t'outiller. Tu comprends? Ouais. Il n'y avait pas... il n'y avait rien. Il n'y a pas de Ça, ressources. Non. Fait que, il fallait que tu apprennes par toi-même. Ouais. Mais, je veux dire, le sadomasochisme n'est pas né avec les années 2000. Mais non. Bon, Non. ça a toujours existé, puis ça va exister encore, mais c'était pas clair. Il y avait une honte aussi, c'était tabou. C'était caché. Donc, c'est caché. Les gens... Tu sais, après ça, j'ai vu des gens qui étaient plus open là-dessus, puis c'était plus facile. Aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus facile de dire que t'es bi. Tu sais, je regarde les amis de mon fils, il n'y a rien là. Tu peux te dire à peu près n'importe quoi. Là, pour les impressionner, ça en prend. Ben, comme vous. C'est une bonne chose. Oui, mais total. Le nouveau standard d'une sexualité et d'une relation, c'est la fluidité, puis la flexibilité, la tolérance. Ben, peut être clair. Moi, ça me fait rien. Tu peux être ce que tu veux, mais je veux que ça soit clair. Après ça, je prends la décision si ça fait mon affaire ou pas, ou si ça m'allume. Parce que tu peux ne pas être dans un trip, mais dire « Ah, je vais l'essayer. » Tout à fait. Ou, tu sais, ça dépend, là. Mais Ben, l'honnêteté, c'est important, Oui. évidemment. Oui. C'est ça. Fait que- mais je trouve que dans ma vie, ça l'a pas toujours été. Puis après ça, ben, je me ramassais dans des situations un peu... ouais, OK, non, j'ai sur le goût de vivre ça. Non, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Ça prend 1 an avant de sortir. Tu sais, c'est un peu plate. Là. Tout à fait. Oui, Ok. oui. C'est ça. Oh, ben merci vraiment pour Merci cette pour la belle discussion. discussion. Hey, je vous ai pas donné mon oui, petit parle-nous. cadeau. Parle-nous Non, du c'est livre. parce que c'est juste pour sortir un peu de Presque Vierge. C'est un Oui. livre que j'ai écrit entre les deux, c'est-à-dire entre 2018 et entre OK. la sortie, j'ai écrit Mon jeune amant français. Et... Et c'est l'histoire d'une femme de 55 ans qui, après s'être fait ditcher par son mari, toute l'affaire un peu plate, rencontre un jeune amant français OK. de 30 ans. Alors, tu sais, ça peut se vivre à l'inverse, mais là, Oui. on parle de relations où les deux sont majeurs et vaccinés. Oui. Le consentement est éclairé, Oui. il n'y a pas de problème. Mais c'est juste pour dire qu'on peut vivre notre meilleure vie sexuelle ever à 55 ans. Tout à fait. Est-ce que c'est un récit ou c'est un roman? Disons que c'est une autofiction, Une librement autofiction. inspirée de ce qui m'arrivait J'adore! à l'époque. Et à l'époque, ça fait pas Très si longtemps cool. que ça, là, On mais va je mettre l'ai le sorti lien. en 2020. Bon. Mais donc, c'est un livre qui a fait beaucoup de bien aux Ouais. femmes et aux hommes, je dirais. J'imagine. Oui, il y a des gars qui ont bien aimé ça, lire ça. Ouais, Mais c'est très libérateur, c'est très empowerment féminin. Mais je pense qu'on est rapidement désexualisé dans notre vieillissement là, en tant que femme. Là. ben là, Très rapidement. Fait que ça, c'est un ouvrage qui va faire extrêmement du bien. oui, les femmes, tu sais, sont très insécures dès, je sais plus à quel âge c'est maintenant, là, parce que tu te fais botoxer à 30 ans, fait que, tu sais. Mais Mais malgré ça, malgré les soins médico-esthétiques qui gagnent en popularité, je pense que c'est de moins en moins pire. Je veux pas être naïve là, Ouais. de croire ça, là. Mais j'ai l'impression qu'on en parle plus, justement. De cette espèce de double standard de genre du George Clooney qui vieillit, puis il vieillit donc comme un bon vin. Puis après, C'est ça, de, la tu sais, fille. puis de la fille Ouais. qui est comme, tu sais, 40 ans, c'est fini. Je pense Ben- qu'on en parle plus ouvertement aussi, puis il y a plus en de- tout cas, moi, je suis encore en lien avec mon jeune amant français qui est devenu mon ami moureux. Là. Il est OK. retourné vivre en France. On OK. a été 4 ans ensemble. Ça a été une relation extraordinaire. Mm. Puis vraiment, oui, c'est libérateur de lire OK. ça. Fait que je vous l'offre, les Ah, filles. c'est Oh, merci! Ça me fait C'est plaisir. tellement un beau cadeau. Ben oui, ça me merci. fait plaisir. Puis merci de parler de ton histoire aussi, Oui. parce que, comme tu dis, je pense que tu as aidé vraiment beaucoup de gens. Ouais. Je pense que c'est important de le nommer pour éviter que ça se répète. Là. Je veux dire, on ne sauvera pas la planète, mais je Non. veux dire, on voit encore que c'est d'actualité, tu sais, puis que c'est pas une histoire de ton époque. là. Puis on en Non. voit dans l'actualité. Oui. Ouais. C'est comme... Ah, moi, écoutez, je me suis monté un dossier là, de pédophiles, tout ça, là, pendant que j'écrivais ça. Puis à un moment donné, j'ai arrêté. Il y en a trop. Mm. Il y en a trop. À chaque mais semaine, là, il en sortait. Quand on cherche, tu sais. on en trouve en Oui. motadine, là. Oui, puis je cherchais pas loin, Ouais. là, juste dans la presse, puis le Journal de Montréal, puis ça sortait. Tu Là, nous as envoyé un article ce matin, là, Oui. ben, en début d'après-midi. Là, Oui, concernant c'est le récent, là. sujet. Ouais. Voilà. C'était avant Noël. Ouais. 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 Fait qu'un gros merci. On va passer aux confessions sexues. Oui. Avant, les confessions sexues. La
confession. OK. C'est qui veut commencer? Est-ce que tu avais une autre confession? Non, c'était ça, ma confession. Mais c'est ça, je me dis. Je pensais que c'est là. En tout cas, ma confession, je vais vous la faire pareil, c'est de découvrir que à 55 ans, je pouvais avoir le meilleur sexe ever. Et pourquoi? Parce que c'est pas une question de ce que tu fais ou de comment tu le fais, mais c'est une question de chimie. Oh, j'aime ça. Et ça, là, c'est pas battable. Tu peux bien avoir le Kama Sutra sur ta table de chevet, ça changera rien. Et être avec le plus beau gars de la Terre, ben, il était pas laid, par exemple. Mais il reste que... c'est une question de chimie. Le plaisir est au centre et rien d'autre. C'est plus de la performance, c'est plus du... Non, c'était vraiment de la chimie. Ça a cliqué au bout. Puis ça, j'ai eu plein d'amants dans ma vie, et même amantes, mais ça, c'est pas battable. Donc, pour moi, d'avoir connu ça vraiment comme sur le tard, l'épiphanie sexuelle, je me dis, wow, j'ai attendu tout ce temps-là pour connaître cette chimie-là avec quelqu'un. Ben voilà, c'est un hasard de la vie. Tant mieux. J'aime ça que tu nommes que c'est arrivé tard aussi. Je trouve que c'est important. Parce qu'on entend moins, comme André dit, je pense qu'on se fait désexualiser quand on vieillit. Oh, ben là, à partir de 40-45, les filles commencent dès qu'on a un enfant aussi, on devient castée mère. Bon, ben là, moi, j'étais plutôt MILF, là, mais bon, mais c'est ça. Il reste qu'on pense que c'est fini. Mais aussi, il faut peut-être apprendre à plus se regarder dans le regard, c'est-à-dire, est-ce que je pogne encore? On devrait aussi peut-être travailler là-dessus. Mais il y a beaucoup de témoignages autour de la ménopause où il y a l'espèce d'effet contraire où, OK, on se fait désexualiser par la société patriarcale dans laquelle on vit, qui valorise les standards de beauté de femmes jeunes, mais l'effet que ça va avoir sur l'individu, c'est « je peux enfin m'émanciper ». Ben oui. Je peux avoir la sexualité que je veux, puis que ce soit juste à propos du plaisir, puis je suis pas en train de... je suis cute quand je suis en train d'être au-dessus de lui en cowgirl, puis c'est plus à propos de ça. Puis il y a beaucoup de témoignages de femmes qui traversent la ménopause, puis cette phase-là, qui sont comme « Oh mon Dieu, enfin, le sexe, c'est le fun. » Le sexe, c'est le fun. Puis aussi, être avec un homme plus jeune, je le dis parce que ça, c'est un changement c'est-à-dire, c'est une relation où c'est plus l'homme plus vieux, l'homme qui a déjà du pouvoir sur une femme plus jeune. Là, c'est moi qui est à un âge mature avec un homme plus jeune, puis on dirait que ça se rencontre. Il y a comme une grande liberté dans cette relation-là, que j'ai jamais connue vraiment avant. Aussi libre? Non, jamais. Tout à fait. J'ai super hâte de développer ce livre. Moi, c'est Sex, Drugs and Swing. J'aime ça! Parce qu'on s'est rencontrés au swing. C'est bon. Veux-tu y aller? Moi, je suis un peu en retard là, sur la télé québécoise. C'est comme un peu ma résolution de l'année de consommer plus de télé québécoise. Puis j'ai fini Chouchou. Pour la semaine dernière, en fait. C'est Rosie qui me l'a recommandé. Et j'ai été profondément troublée par cette émission, énormément. Puis on n'arrêtait pas de me dire, tu vas voir, tu vas l'écouter, puis c'est bon, puis c'est bien réalisé, puis tu t'embarques quasiment dans la relation tellement c'est filmé d'une manière où c'est romantique à aucun moment. J'ai été malaisée de A à Z. J'en ai pleuré à certains moments tellement ça m'a pris là, de manière viscérale. J'ai haï les personnages, la professeure, j'ai tout haï. J'étais genre, mais voyons donc, ça paraît que j'ai un bac en sexo, je pense, puis j'ai fait des cours de délinquance sexuelle. Ça a pris si peu pour que l'enseignante flanche. Puis ça m'en pris énormément pour qu'elle comprenne qu'elle devait mettre ses limites plus tôt. Je pense que c'est ça qui m'a fait tilter. Ça m'a fait chier, je vais le dire. Qu'il a fallu qu'elle appelle une amie avocate pour qu'elle comprenne que c'était pas légal. Je me dis, mais voyons. Puis après, je me dis, c'est sûr qu'il y a des gens qui le savent pas. Puis que je suis dans ma bulle de sexo. Mais un prof, elle sait, comment.
Un prof au secondaire, là, comment elle sait. Mais j'ai aimé la série pour la rage que ça m'a donné. Je pense que ça l'a... J'imagine que ça l'a fait une vague de conscientisation. J'espère que ça l'a pas romantisé, ces relations-là. J'espère que ça a eu l'effet contraire, là, qui était de sensibiliser les gens à ces réalités-là. Mais oui, c'est ça ma confession. C'est que j'ai été complètement troublée par la série Chouchou. Moi aussi, je vais aller dans la série québécoise tant qu'à y être. J'écoute Dumas en ce moment, qui est une série québécoise. Puis... c'est juste pour mettre en œuvre qu'au début de la série, ils expliquent une histoire d'agression sexuelle. Puis je trouve qu'ils ont bien démontré à quel point c'est difficile d'aller, en tant que victime, d'aller comme dénoncer. Puis j'ai trouvé que ça a été bien fait dans la série. C'est vraiment dans les premiers épisodes où l'auteur de l'agression sexuelle change son histoire. Puis tu sais, c'est comme... pour qu'elle, au final, elle ait aucune façon de se défendre. Là. Par curiosité, c'est quoi qu'on voit? C'est-tu les enquêtes initiales au poste de police? C'est quoi qui est montré? C'est dans une équipe de hockey. Puis là, il y a le coach qui pense qu'il y a eu une histoire d'agression sexuelle. Fait qu'il va voir... Dumas, c'est des enquêteurs privés, dans le fond. Fait que là, eux, ils vont rencontrer. Puis le gars, il change 3 fois d'histoire. Fait qu'après... finalement, elle avait fait une trousse... c'est quoi le nom de la trousse après? Qui s'appelle le kit de viol, là, mais qui est mais il y a un nom pour ça. Il y a un nom pour ça. Mais comme quoi, à un moment donné, ça s'est glissé entre les mots que lui, il a su qu'elle avait fait ce kit-là, donc il a tout changé son histoire. Puis j'ai trouvé que c'était bien démontré de comme... Hey, bonne chance si tu veux aller avec ça en cours, parce que de toute façon, il va te démolir, tu sais. Oui, parce que t'es vue comme une témoin, je pense. C'est-tu ça? Oui, quand tu vas en cours, c'est mais je veux dire, c'est pas un secret pour tout le monde que le tribunal, au niveau de... Ouais, c'est pas facile. Quand t'es victime d'agression sexuelle. On l'a vu au bac, je pense qu'il y a quelque chose qui va un jour arriver, un tribunal seulement pour régler ces histoires d'agression sexuelle. Je l'ai pas vu encore. Mais c'est le fun d'avoir une représentation à la télé québécoise de la difficulté du système, puis de dire genre... c'est bref, mais j'ai trouvé que c'était bien montré de comme « bonne chance, ma belle ». Un gros merci pour cette discussion-là. Merci à vous deux. Pour l'ouverture. Vraiment. Ça fait du bien. Je pense que ça va faire du bien aussi aux personnes qui nous écoutent. Tout à fait. C'est un rappel important que ça existe encore. Oui, puis qu'on peut s'en sortir aussi. Absolument. Vraiment. Tout à fait. Un gros merci. Puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Oui. On tient à remercier nos partenaires officiels qui rendent la saison 3 du balado possible. La distillerie Trois-Lacs, toujours bon, tout simplement. Hot Lucy Bikini, qui est une compagnie de maillots de bain, de vêtements et de bijoux à Québec. Espace Skins, arrêt self-care, bien-être, un salon d'esthétique sur le plateau pour ton prochain facial ou épilation au laser. On tient aussi à remercier toutes les personnes qui aident à réaliser ce beau projet. Gabriel Boutin pour notre photo de la saison 3 et Fred Tagvorian pour la musique. Soyez au rendez-vous tous les lundis pour nos prochains épisodes. Bisous!